La vie de famille, nous autres, c'était des repos qui se réunissaient. On avait dans les temps des fêtes, c'était toute la famille qui se réunissait ensemble. C'était la bénédiction de famille. Il y avait beaucoup plus de choses qu'on a aujourd'hui. On pouvait s'ouvrir plus ouvertement. On dialoguait pas mal avec les parents. Et puis, je trouve que ça a bien changé avec le temps d'aujourd'hui. Bienvenue au 60-80. Quand on songe au Québec moderne, ou même à la société occidentale moderne dans son ensemble, une des premières images qui viennent à l'esprit est celle de l'éclatement de la famille. Au dire de beaucoup de personnes, cet éclatement, cette quasi-disparition de ce qui était depuis toujours à la base de toute notre vie sociale, serait le principal changement qui caractérise le Québec actuel, avec toutes ces choses qui s'appellent le divorce, contraception, révolution sexuelle et le reste. Certains y voient un progrès, d'autres une forme de décadence. Notre émission d'aujourd'hui ne prétend pas résoudre ce problème moral, mais nous allons essayer de voir ce qui s'est réellement passé dans ce domaine au cours des années 60-80. Qu'est devenue la famille québécoise durant cette période? A-t-elle vraiment éclaté ou a-t-elle simplement évolué? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut commencer par se rappeler ce qu'était la famille dans le Québec d'avant 1960. Déjà, bien sûr, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses avaient commencé à changer, avec l'urbanisation massive et la transformation des modes de vie. Mais l'idée qu'on se faisait de la famille n'avait à peu près pas bougé. Le modèle idéal, celui auquel les gens étaient invités à se conformer, restait encore celui de la grande famille rurale traditionnelle, gardienne de la foi, de la langue et de la survivance nationale. Une famille qui devait obligatoirement comprendre des enfants, et même le plus d'enfants possible. Une famille où les rôles de l'homme et de la femme étaient fixés une fois pour toutes. Rôle de pourvoyeur, de protecteur et de détenteur de l'autorité pour le père, rôle d'éducatrice et de ménagère pour la mère. Cette famille était également une structure très large, qui n'englobait pas seulement les parents et les enfants, mais aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins du deuxième ou du troisième degré. Enfin, c'était une institution stable, quasiment indestructible. Pas question d'en sortir. Quand on y entrait, c'était pour la vie. La famille était donc une sorte de monument. Au cours des années 60-80, que va-t-il advenir de cette famille québécoise? La première chose à noter, c'est qu'elle va augmenter en nombre. Il y aura en 81 1 600 000 familles au Québec, contre 1 100 000 20 ans plus tôt, soit une augmentation de 45 %. Cette augmentation a beau sembler impressionnante, elle reste nettement inférieure à ce qu'on aurait pu prévoir, compte tenu de l'augmentation au cours de cette même période des personnes en âge de fonder une famille, c'est-à-dire de la génération du baby-boom qui atteint à ce moment-là l'âge adulte. C'est que le mariage, justement, commence bientôt à décliner. À partir de 1960, en effet, le nombre de mariages au Québec avait augmenté d'année en année pour atteindre un sommet de 54 000 en 72. Mais par la suite, c'est la dégringolade. Il y aura de moins en moins de mariages chaque année, au grand regret sans doute des photographes et des vendeurs de gâteaux. Comment expliquer ce déclin? Pourquoi les Québécois et les Québécoises, après 72, se marient-ils moins qu'avant? C'est une évolution qui s'est produite ici au Québec, j'ai l'impression. Dans les mœurs ont changé. Aujourd'hui, on a le choix de se marier ou pas. Ça veut dire que vous n'aurez pas la même vie que votre mère, par exemple? Oh non, pas du tout. La grande différence, c'est quoi? Ben, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus individualiste, puis on pense à son bien-être, pas seulement à suivre, à être conforme à ce que la société voudrait. L'évolution des mœurs fait donc en sorte que le mariage n'est plus considéré comme la seule forme de vie commune. Ainsi, la cohabitation, qui était un scandale autrefois, devient un état plus normal, accepté par la société et que beaucoup de jeunes adoptent comme mode de vie au moins temporaire, le temporaire pouvant s'étendre parfois sur plusieurs années.
En un mot, le mariage ne va plus de soi autant que par le passé. On se marie plus tard et souvent même, on ne se marie tout simplement pas. Et quand on se marie, ce qui reste le cas malgré tout pour la majorité, on ne le fait plus tout à fait de la même manière. On ne vit plus le mariage non plus de la même façon. Le grand changement à cet égard s'est produit au tournant des années 68-70. Les jeunes, qui remettent alors tout en question, se mettent à contester non seulement le mariage et son image traditionnelle, par exemple en inventant de nouveaux modèles comme les communes, mais ils contestent aussi la manière de vivre des couples une fois qu'ils sont mariés. Les rôles traditionnels de l'homme et de la femme changent. Ils tendent vers une plus grande égalité. Tout n'est plus décidé d'avance comme jadis. On accepte, par exemple, que la femme travaille et même que ce soit elle qui fasse vivre la famille. À la maison, le mari accepte de s'occuper lui aussi des enfants, des courses ou de la vaisselle. Bref, le style et les normes de la vie conjugale se modifient en profondeur. C'est pas mal 50-50. Est-ce que votre femme travaille? Oui, elle travaille. Est-ce que ça amène une vie spéciale, ça, le fait que vous travaillez tous les deux? Je penserais pas, non. Je penserais pas. C'est juste que, c'est ça, il faut qu'on divise pas mal le travail à deux. Ah oui, c'est 50-50. Vraiment 50-50? Oui. Même, je dirais qu'il s'occupe de l'enfant beaucoup plus que moi. Je peux m'y donner. Et il a fait sans réticence? Non, c'était naturel. Jacques Lazure, pendant toute cette période 60-80, vous avez suivi de très près l'évolution des jeunes, leur façon de vivre en couple. Qu'est-ce qui a changé chez eux? Un point qui me frappe en particulier, c'est en fait le changement dans ce que l'on appelait déjà encore à l'époque l'attitude de chasteté prémaritale ou de virginité exigée plus particulièrement de la fille. D'ailleurs, le seul fait que ces deux termes-là soient éliminés, c'est déjà très significatif à mon égard. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue de la mentalité des jeunes par rapport aux expériences et aux actions de sexualité prémaritale, la notion de péché a pratiquement disparu de leur horizon. Oui. Et d'autre part, dans la pratique, il y a eu une croissance assez rapide, je dirais même spectaculaire, si vous voulez, des opérations sexuelles, de l'activité sexuelle, des rapports sexuels prémaritaux, plus particulièrement chez les jeunes filles. Auparavant, il y avait toujours un écart assez sérieux, une différence entre les activités prémaritales, sexuelles prémaritales des garçons par rapport aux filles. Actuellement, l'écart tend de plus en plus à disparaître et c'est la majorité des jeunes qui ont vécu ces expériences-là maintenant avant le mariage. Est-ce que ça se répercute après le mariage, cette nouvelle attitude? Oui, ça se répercute après le mariage dans le sens qu'il m'apparaît y avoir eu une transformation aussi assez sérieuse dans le mariage ou dans son équivalent, l'union de fait, une transformation assez sérieuse dans la notion de fidélité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'auparavant, je pense que la fidélité était plus particulièrement conçue uniquement en fonction d'une fidélité non seulement sexuelle, mais je dirais génitale. Il s'agit de ne pas avoir de rapport sexuel avec toute autre personne. Actuellement, c'est ce que j'ai constaté chez les jeunes, l'accent se déplace de plus en plus vers une fidélité à soi, d'abord dans un cheminement personnel, dans un épanouissement personnel avec l'autre. Donc, c'est une dimension qui est beaucoup plus globale, qui n'est pas restreinte génitalement et qui peut même, à la rigueur, inclure des expériences sexuelles avec d'autres personnes en dehors du couple, au vu et au su du partenaire. Une vraie révolution. En perspective. Merci, Jacques Lazure. Si les couples mariés ne vivent plus de la même manière que par le passé, ce qui a surtout changé dans le mariage, c'est la place des enfants. Ceux-ci ne sont plus la seule raison d'être du mariage ou de la vie commune, ni même souvent la raison d'être principale. Et c'est pourquoi, dans le Québec des années 60-80, le nombre des familles a beau augmenter, leur taille, elle, diminue à vue d'œil. Autrefois, les familles grouillaient d'enfants de tous âges. Avec les années 60 et 70, ça devient de moins en moins le cas. En 1960, par exemple, 25% des familles québécoises étaient sans enfants. En 1981, cette proportion aura augmenté à plus de 29%.
Quant aux familles qui ont des enfants, elles en ont de moins en moins. Ainsi, en 1960, les familles de 5 enfants et plus comptaient pour 15% de toutes les familles québécoises. 10 ans plus tard, elles seront encore 9%. Mais en 1981, leur proportion sera tombée à moins de 2%. Une baisse importante se produit aussi chez les familles de 3 et 4 enfants. Par contre, ce qui devient prépondérant, la famille typique de ces années, c'est la famille de 1 ou 2 enfants. En 1960, 37% des familles du Québec étaient dans ce cas. En 71, elles seront 42% et en 81, plus de 53%. Vous n'avez pas encore d'enfants? Non, pas encore. Avez-vous l'intention d'en avoir? Pas tout de suite, pas avant 5 ans, puis même, c'est pas certain. Pourquoi donc? Oh, bon, disons, c'est plutôt personnel. Là, je me sens pas prête pour avoir des enfants, puis je trouve qu'on est bien à 2. Peut-être égoïste, là, mais j'aimerais mieux rester 2 qu'être 3, puis ça engendre beaucoup de dépenses, puis point de vue salaire, faut y penser. C'est donc dire que la grande famille de jadis fait place à un autre type de vie familiale, où les enfants ne sont pas plus nombreux que les adultes et où ils ont peu de frères et sœurs, mais où ils ont leur chambre à eux, leurs jouets, puis leur système de son, quand ce n'est pas leur propre numéro de téléphone. Ainsi, les rapports parents-enfants ne sont-ils plus tout à fait ce qu'ils étaient? Évelyne Lapierre, à Damsic, on vient de voir qu'entre 60 et 80, le nombre de familles sans enfants est passé de 25 à 29 %. C'est le titre de votre livre, Les enfants qu'on n'a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les enfants qu'on n'a plus dans notre livre, c'était vraiment plus les enfants de rang 3, 4, 5 et 6 qui étaient nombreux autrefois et qui ont franchement nettement diminué pendant les 2 décennies. Les chiffres que vous avez là, les 25-29 %, reflètent plus une situation à un moment précis qui est le moment des recensements, j'imagine. Et là, on parle des familles telles qu'elles se présentent. Donc, il y a des familles là-dedans qui n'ont pas encore eu leurs enfants. D'autres, les enfants sont déjà partis. De sorte que le chiffre qui correspond plus à ce qu'on parlait, à celui dont on parlait dans les enfants qu'on n'a plus, c'est il y aurait à peu près 10 % au cours des 2 décennies des couples qui n'ont pas d'enfants du tout au cours de leur vie. C'est un peu moins élevé. Il y a quand même, de façon générale, une baisse de la il y a une baisse de la fécondité, effectivement, mais c'est une baisse du nombre d'enfants chez ceux qui en ont. Le chiffre, la fraction des couples qui n'ont pas d'enfants n'a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies. Et même les enquêtes les plus récentes n'annoncent pas, à moins que les gens changent d'idée en cours de route, une montée très spectaculaire des couples sans enfants. Et comment expliquer cette baisse de la fécondité dans les années 60 et 70? Les explications sont probablement nombreuses et il n'y a pas une explication en particulier qui est complètement déterminante. Je pense que c'est l'ensemble des transformations sociales et des valeurs profondes, un peu les mêmes que celles auxquelles M. Lazure a fait allusion, explique le fait que les gens veulent moins d'enfants. La vie moderne a beaucoup de contraintes et il y a un certain conformisme des couples autour d'une petite famille. Dans les enquêtes, on a demandé aux femmes, en leur disant, s'il n'y avait aucune contrainte, est-ce que vous auriez un enfant de plus que ce que vous souhaitez? Et la moitié des femmes nous ont dit, moi non, un enfant de plus, ça ne m'intéresse pas. C'est l'ensemble de la nouvelle société qui explique. Est-ce que c'est irréversible? Je le crois, oui. Merci, Évelyne Lapierre d'Annecy. De plus en plus, donc, avoir ou ne pas avoir d'enfant devient un choix, le résultat d'une décision qui obéit à toutes sortes de facteurs, économiques ou autres. Et ce choix se traduit par une réalité pratiquement impensable dans la famille traditionnelle, la planification des naissances. Au début des années 60, on commence à accepter cette idée, surtout s'il s'agit des méthodes dites naturelles, comme Mugino ou Thermo. Mais les couples, bientôt, vont désirer des méthodes ou des moyens plus sûrs et moins contraignants. Ce sera alors la pilule anticonceptionnelle, dont l'avènement est sans contredit le phénomène majeur des années 60-80. Très vite, à partir de 65 environ, la pilule va se répandre, malgré les restrictions de la loi et les interdictions formelles de l'Église. Dans les années 70, l'utilisation de la pilule sera devenue massive, non seulement chez les femmes mariées, mais aussi chez les jeunes célibataires. La pilule va transformer radicalement la vie des couples, leur vie familiale d'ailleurs autant que sexuelle.
la femme s'est dit, c'est moi désormais qui va décider du nombre d'enfants que je vais avoir. Et c'est le mari, c'est pas de sa faute, là, j'accuse personne. Les conditionnements étaient tels que c'était comme ça. Et le mari qui disait, bon, moi, ça me tente tout le temps, c'est parce qu'il faut faire attention à la fameuse méthode Ogino, que je suis très privée. Et là, la femme lui a dit, bon, ben là, tu peux tout le temps. Et là, le mari s'est dit, ben, est-ce que je veux tout le temps? Et là, les rôles sexuels ont changé. Une chose qui allait être déterminante, évidemment, pour les femmes, ça a été la pilule. Ça a été la contraception. Ça correspond aussi à cette époque-là. La diffusion des méthodes contraceptives efficaces et en particulier la pilule. Alors évidemment, le contrôle que les femmes allaient gagner sur leur sexualité, bien sûr, c'est probablement, vous savez, c'est probablement bien plus important en fait que la révolution tranquille. Je veux dire, ça, c'est la révolution. Hein? C'est une révolution mondiale et ça a des conséquences incalculables sur non seulement la vie de l'humanité au sens démographique du terme, mais au sens des rapports entre hommes et femmes et au sens des rapports politiques et au sens de l'évolution de la société. Ça a remis évidemment la famille en question. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de ces enfants surprises, de ces enfants, les cadeaux qui arrivaient assez inattendus. Et la femme a pu planifier. Il a fallu qu'elle parle avec son mari pour dire, est-ce qu'on fait un autre enfant? Les enfants n'étaient pas faits, là. Bon, on prendra le nombre d'enfants que le bon Dieu va nous envoyer. Évidemment que ça a ouvert un dialogue, et le dialogue, des fois, n'était pas possible parce que les hommes étaient conditionnés à être maîtres de ça, et les femmes à se soumettre, à avoir le nombre d'enfants qu'on voulait bien leur envoyer. Autre moyen de contrôle des naissances, l'avortement. Jusqu'en 1969, l'avortement, au sens de la loi, était un acte criminel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, bien au contraire. Mais ça se faisait clandestinement, dans des conditions hygiéniques et psychologiques souvent horribles. Si bien que beaucoup de femmes, quand elles ne pouvaient pas se payer un voyage en Angleterre ou à New York, y risquaient leur santé et parfois même leur vie. Une des occupations les plus constantes du résident, c'était de faire des curetages pour avortements incomplets. Alors, on passait nos journées à faire ça. Les portes ne suffisaient pas à accepter les gens qui rentraient. Quand la contraception a été bien établie, et puis depuis que l'avortement est illégal, ça devient une rareté. C'était autrefois le pain et le beurre du gynécologue, le curetage pour avortement incomplet. Alors, il est certain qu'une bonne partie de ces avortements-là étaient provoqués. Parfois par des moyens acceptables ou à peu près acceptables, mais parfois se terminaient assez tragiquement aussi. J'ai vu des patientes mourir pour avoir utilisé des médicaments qu'on leur vendait au comptoir de pharmacie, supposément des médicaments qui causaient les avortements. Mais en réalité, il n'y a pas de médicaments, sauf peut-être les prostaglandines qui causent des avortements. Alors, ces femmes étaient tellement désespérées qu'elles en prenaient des quantités fabuleuses. C'était souvent des choses toxiques, puis elles en mouraient. En 1969, le Parlement d'Ottawa amende la loi pour permettre les avortements thérapeutiques, c'est-à-dire quand la santé de la femme est en danger. Bien qu'on n'ait pas de statistiques sur les années antérieures, on assiste donc, au cours des années 70, à une croissance spectaculaire du nombre d'avortements au Québec, qui passera de 1275 en 1971 à près de 12 000 en 1979, c'est-à-dire de 1,4% des grossesses à environ 12%, ce qui est encore loin cependant des 41% qu'on trouve aux États-Unis ou des 20% en France ou même des 25% en Ontario. La législation demandait que l'avortement soit fait dans un hôpital avec approbation d'un comité thérapeutique. À ce moment-là, nous aurions voulu, et je pense que c'est encore l'attitude des gens qui s'intéressent à ces problèmes, que l'avortement soit une décision à prendre entre le médecin et la patiente, et non pas par un comité thérapeutique, et aussi que la chose soit permise ailleurs que dans les hôpitaux, parce que c'est très facile de prévoir. Les hôpitaux sont gouvernés par des médecins.
en général par les médecins les plus vieux. Donc, vous avez affaire à un milieu extrêmement conservateur et c'est très facile de prévoir que les hôpitaux n'étaient pas forcés d'avoir des comités d'avortement. Donc, ils n'en auraient pas. Et c'est ce qui s'est passé aussi. En fait, outre la pilule et l'avortement, une autre pratique, proprement inconcevable dans la famille traditionnelle, va faire son apparition au cours des années 70, la stérilisation volontaire, qu'il s'agisse de la ligature des trompes ou de la vasectomie. En 71, environ 12 000 opérations de ce genre ont été pratiquées au Québec. En 79, leur nombre dépassera les 41 000. On comprend à ce moment-là pourquoi les familles de plus de 2 enfants se font si rares. Diminution des mariages, réduction du nombre d'enfants, planification de plus en plus poussée des naissances, tous ces phénomènes sont à la fois les causes et les indices d'une véritable révolution dans le Québec des années 60-80. Une révolution qui affecte la philosophie même de la famille, l'idée que les gens s'en font et leur manière de la vivre. Tandis qu'ils étaient soumis dans le passé à des normes qui faisaient de la procréation la principale fonction de leur vie commune, les couples ont commencé à planifier eux-mêmes la taille de leur famille et à prendre les moyens pour réaliser leurs plans. On doit noter cependant que ce sont surtout les femmes qui ont accompli cette révolution, que c'est à elles qu'elle a incombé surtout. C'est elles qui ont dû prendre la pilule, c'est elles qui ont dû subir les avortements et les stérilisations, car pour 10 hommes vasectomisés entre 71 et 79, il y a eu 24 femmes ligaturées. Les familles, dans le Québec des années 60-80, ne deviennent pas seulement plus petites, elles deviennent aussi plus instables. Jusqu'à la fin des années 60, en effet, le mariage était considéré comme une union permanente, à la vie, à la mort. En 1965, par exemple, il n'y a eu dans tout le Québec que 226 divorces. C'est que le divorce était pratiquement impossible dans les faits, à cause de la loi restrictive et de procédures très compliquées et très coûteuses. Toutefois, les séparations étaient assez fréquentes. En 1968, la loi est réformée et on pourra dorénavant obtenir le divorce par simple recours judiciaire. Le divorce devient donc plus facile, moins coûteux, plus accessible qu'auparavant. Aussi, pendant les années 70, verra-t-on le nombre de divorces grimper en flèche. De 606 en 68, il passera à 2930 en 69, 5200 en 71, 12 000 en 74 et près de 15 000 en 78, ce qui se compare, toute proportion gardée, à l'ensemble des pays industrialisés. L'augmentation des divorces aura plusieurs conséquences, notamment dans les mentalités. Elle entraînera aussi la croissance très rapide, au Québec comme ailleurs, du nombre de familles dites monoparentales. Celles-ci étaient au nombre de 96 000 en 61. 20 ans plus tard, elles seront près de 210 000. Mais tandis qu'autrefois, ces familles étaient surtout dirigées par des veufs ou des veuves, de plus en plus, elles seront le fait de parents divorcés ou séparés. Mais ces familles monoparentales, dans 85% des cas, sont dirigées par des femmes, ce qui veut dire, là encore, que le divorce, de manière générale, est assumé davantage par les femmes que par les hommes. Ce tableau de la famille québécoise des années 60-80 ne serait pas complet si on n'évoquait pas aussi des phénomènes comme les couples non mariés ou les femmes célibataires qui choisissent d'avoir un enfant et de l'élever elles-mêmes. En 75, ces familles nouveaux genres ont donné naissance à plus de 8 000 enfants au Québec. Êtes-vous marié? Non, je ne suis pas mariée. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Non, ça pose pas de problème. Je veux dire, le choix, là, je l'ai fait à un moment donné, je voulais avoir un enfant, je l'ai eu, même en n'étant pas mariée, puis ça pose pas de problème. On n'est pas mariés, disons que ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est ensemble. Est-ce que c'est plus difficile le fait de ne pas être marié puis d'avoir un enfant? Je vois pas la différence. Disons que j'ai jamais été marié, là, mais je me sens aussi responsable que si j'étais marié. Est-ce que ça vous pose des problèmes dans la société d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais si ça avait été il y a 20 ans, avez-vous l'impression que ça aurait été la même chose? Peut-être pas, parce que les gens ils parlent plus, puis, mais c'était moins accepté il y a 20 ans aussi. C'est pas un papier qu'on signe. L'union, c'est deux amours qui se réunissent pour un papier. Vous avez le même avis? Oui, ben oui.
Autant de bouleversements dans la vie et la structure familiale ne pouvaient pas laisser l'État indifférent. Et ce sera une autre donnée importante des années 60-80 que l'évolution du rôle et des politiques de l'État québécois face à la famille. Avant 60, le gouvernement n'avait pas vraiment de politique familiale. Avec les années 60, il va commencer à mieux aider financièrement les familles. Allocation aux parents qui ont des enfants de 16 et 17 ans aux études, exemption d'impôts pour les enfants à charge et le reste. Les grands changements, toutefois, viendront pendant les années 70, alors que l'État aura des préoccupations de plus grande justice sociale et tentera d'élaborer des programmes pour mieux répondre aux besoins nouveaux des familles. Ainsi, on commence à songer aux garderies, aux congés de maternité et de paternité. On augmente considérablement les allocations familiales et on réforme les parties du Code civil qui concernent la famille, en remplaçant notamment le concept d'autorité paternelle par celui d'autorité parentale et en reconnaissant juridiquement l'égalité de l'homme et de la femme dans la famille, au point qu'ils pourront choisir de donner à leur enfant le patronyme de la mère s'ils le désirent. En somme, l'État a tâché de traduire dans ses lois et dans ses divers programmes les changements qui se produisaient dans les modes de vie des Québécois et des Québécoises eux-mêmes. Ainsi donc, le modèle familial a beaucoup évolué dans le Québec des années 60 et surtout des années 70, tout comme il a évolué d'ailleurs dans l'ensemble des sociétés industrialisées. Ou plutôt, ce modèle s'est diversifié. Là où auparavant il n'y avait pratiquement qu'une seule manière acceptable de vivre en famille, on a vu d'autres manières, d'autres modèles qui autrefois auraient été condamnés, s'imposer à un nombre grandissant d'individus et de couples. Certes, la structure familiale traditionnelle, père, mère, enfant, est restée celle de la majorité. Mais même cette structure s'est modifiée sensiblement, ne serait-ce que par la réduction draconienne du nombre d'enfants. Et à côté, d'autres structures sont apparues et sont entrées elles aussi dans les mœurs. Au total, on ne peut pas dire que la famille soit morte, comme l'auraient voulu certains contestataires. Mais, contrairement à ce qu'auraient souhaité les ultra-conservateurs, les valeurs, les modèles attachés à la famille ont subi des changements profonds au cours de cette période. Là aussi, une révolution tranquille a eu lieu, en particulier pendant les années 70. Au revoir. Vos deux enfants, vous les avez eus au début du mariage? Au tout début, oui. Et pourquoi avoir cessé ensuite? Parce que ça suffisait amplement, avec l'accord de ma femme. On estimait avoir une famille bien remplie comme ça. C'est quand même pas beaucoup, deux. Vous en avez combien, vous? Peu. Faites-en deux d'abord, après on parlera du nombre qui reste à faire. 5. Mais 5 enfants, c'est assez rare aujourd'hui. Ah oui, mais je voudrais 12. Mais pourquoi donc? Parce que c'est bon. Il faut grandir le pays, mon cher monsieur. Mais on dit que c'est difficile, ça coûte cher. Ah, mais il faut savoir. Moi, je m'arrange, j'ai pas de problème. Pourtant, mon mari travaille tout seul. Je n'ai jamais travaillé ici. Avez-vous l'impression que vous êtes avec votre enfant comme vos parents étaient avec leurs enfants? Absolument pas. C'est certain. Il est élevé par quelqu'un d'autre que moi dans le jour. Et puis, moi, je le vois seulement quelques heures le soir, les fins de semaine. Je n'ai pas le même contact du tout que mes parents l'ont eu avec moi. C'est évident. C'est mieux ou c'est moins bien?